On est toujours sur le 90.7 FM à Valorcine et bien sûr sur le 90.5 FM à Chamonix, dans toute la vallée. Et on accueille désormais sur le plateau Jordan Liénard et Frédéric Bréhet. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours. Alors, Jordan Petit-Liénard et Frédéric Bréhet, qui sont tous les deux présents, sont les personnages principaux du film À la hauteur de Johan Guignard. Alors, pour ce grand projet de gravir les 82 sommets, d'où vous est venue cette envie ? Alors, l'envie de gravir les 82 sommets les plus hauts des Alpes, en fait, qui font tous plus de 4000 mètres, m'est venue alors qu'on était au sommet d'un d'entre eux, qui s'appelle la Dent des Reims. On était partis au petit matin, donc déjà avec Frédéric, et en arrivant au sommet, j'étais un petit peu déçue, parce qu'on était dans un brouillard assez épais, et je voyais strictement rien. Donc c'est vrai qu'en alpinisme, on aime bien gravir des sommets pour avoir une vue souvent incroyable, qui n'était pas là ce jour-là. Donc j'ai plongé mon nez dans un sac, dans mon sac, pour attraper quelques carrés de chocolat. Et quand je me suis relevée, j'ai pu voir en fait le Cervin qui se dégageait devant moi avec son spectre sur les nuages. Et encore 5 minutes plus tard, tout était dégagé et Frédéric commençait à énumérer tous les 4000 des Alpes qu'on avait autour de nous. Et il y en a un certain nombre quand on est là-bas. Et donc est venue la question, Fred, combien il y a de 4000 dans les Alpes ? Ce à quoi il m'a répondu un peu plus de 80. Et je lui ai demandé s'ils étaient tous faisables par une alpiniste non professionnelle. Et là, il a pris un gros risque parce qu'il m'a répondu oui, absolument. Voilà, mais sans savoir en quoi il s'engageait. Et moi, je me souviens que sur toute la descente, j'ai commencé à me demander comment je pourrais faire tous ces sommets en une vie, quoi. Voilà. Et ça a pris 2 ans. Et finalement, ça nous a pris un petit peu plus de 2 ans, oui, voilà, que 2 ans. Oui. Mais c'est vrai que souvent, c'est d'abord le projet d'une vie. Il y a quelques collectionneurs de 4000 dans le monde, en tout cas en Europe, et ça leur prend, oui, en général, un bon 30 ans pour les faire, oui, c'est sûr. Vous comptez les rencontrer, ces personnes ? Alors, on en a croisé pendant le projet des collectionneurs qui étaient, en général, voilà, ils aiment bien nous dire on en est à 50, à 40, à 30. On sait qu'il y a un club des 4000 en Italie et je crois qu'on y rentre à partir de 30 sommets gravis de plus de 4000 mètres. Donc, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui commencent. Il faut savoir que sur ces 82, ils n'ont pas tous la même difficulté. Donc je dirais que sur la bonne moitié, première moitié, c'est de la randonnée, voilà, de la marche glaciaire plus que du haut alpinisme, enfin du grand alpinisme. Et puis au fur et à mesure, ça se complique, ça c'est compliqué. Fred a organisé, a ordonné en fait les ascensions par ordre de difficulté. Et donc jusqu'à il y a 2 jours, je ne savais pas que j'allais gravir probablement les sommets les plus difficiles que j'avais jamais gravis de ma vie, mais voilà, c'est fait. Et quand vous parlez, je trouve qu'il y a un terme qui est très intéressant, les collectionneurs de sommets. Pour vous, c'est cette idée d'en ajouter, de se dépasser de plus en plus, ou au contraire, comme les collectionneurs, il y a cette idée aussi de passion, de vouloir collecter des choses comme ça qu'on garde pour soi Alors en fait, j'ai pas du tout l'âme de la collectionneuse. J'avais un père collectionneur, mais avec des collections très envahissantes. Donc ce terme-là, j'ai mis du temps à me l'approprier pour les 4000. Pour moi, c'était plus un prétexte pour passer le maximum de temps en montagne. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un projet qui va me permettre de vivre un maximum de temps dans cet environnement que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui me fascine, qui m'aimante, je dirais même qui m'appelle souvent. Voilà, j'ai l'impression que je suis en mission ici. Ça fait combien de temps que vous faites de l'alpinisme ? Ça fait une 15aine d'années. Et j'ai commencé en fait avec Fred, mais comme très classiquement par un Mont Blanc. Et voilà, il a fait, j'allais dire, son travail de guide, c'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir beaucoup plus de choses que le Mont Blanc, et plein de pratiques différentes, parce que c'est vrai que pour devenir alpiniste, il faut maîtriser plusieurs techniques. Et il m'y a amené petit à petit, tout doucement. Il m'a transmis vraiment une passion, donc je lui en suis infiniment reconnaissante. Et vous êtes rentrée il y a quelques jours, comme vous le disiez. Ouais. Quelle sensation ? Parce que souvent, quand on a un projet, ce qui nous tient en haleine, c'est justement le fait de le faire perdurer, de recommencer à chaque fois, repartir à l'aventure. Pour vous, là, vous êtes dans quelle sensation, quelle émotion ?
Alors, au sommet du 82e sommet, j'ai pas trop senti l'émotion arriver, mais dans quelques secondes, j'ai basculé d'un état de concentration extrême à quelque chose de très, très émouvant. C'est-à-dire que bon, j'étais un peu en larmes, mais des larmes d'abord de... Bon, je réalisais quand même que j'avais accompli quelque chose d'assez énorme, enfin pour moi, à ma mesure. Mais j'étais habitée par une joie immense et une paix intérieure, je dis souvent, qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que je ne pense pas que je le revivrai 2 fois dans ma vie. Donc j'ai savouré chaque seconde de ces émotions. Et ce matin, grâce, je vais dire, aux réseaux sociaux, on a des échanges quand même assez immédiats avec des gens, des passionnés comme nous. Et une personne m'a demandé, mais qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir réalisé un rêve ou son rêve ? Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est juste un cadeau que je vais garder toute ma vie et qui m'a rendue déjà plus forte et puis dans lequel je vais aller puiser jusqu'à la fin de ma vie pour trouver de l'énergie parfois, de l'émerveillement quand j'en ai besoin. Enfin, tout un champ d'émotions que j'ai ressenti pendant tout ce projet, quoi. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Alors, le plus difficile dans un projet comme ça, c'est vraiment de tenir sans se blesser dans l'entraînement, enfin de rester toujours entraîné, sans se blesser, sans perdre de motivation, parce que j'ai pas toujours été en montagne. Je rentrais, j'étais en ville, je reprenais un train-train, et il y avait un grand écart qui se faisait entre ma vie citadine et puis la vie que j'avais à Chamonix. Donc tenir, je dirais, et rester opérationnel sans blessure et au maximum de ses capacités. Ouais. Et de quoi vous êtes la plus fière ? De quoi je suis la plus fière ? Peut-être d'être allée jusqu'au bout, parce que si je ne suis pas collectionneuse, je suis jusque boutiste dans beaucoup de choses dans ma vie. Donc c'est important pour moi d'arriver au bout du bout du bout. Voilà. Et comment votre famille elle a accueilli ce projet quand vous vous êtes embarqué dedans et que vous avez embarqué aussi Frédéric Bray avec vous ? Alors Fred, je lui ai posé la question clairement, est-ce que tu veux m'accompagner sur ce projet-là ? Je dirais que je n'ai pas posé la question à ma famille. On en a discuté, mais j'ai vraiment d'abord exposé mon projet. J'ai 3 enfants. Ils étaient quand même encore très jeunes quand je leur en ai parlé. J'ai senti quelques interrogations chez ma fille, beaucoup de questions chez les garçons. Donc j'ai des jumeaux là qui sont pas très loin de moi au moment où je parle. Je dirais de la joie. Ils étaient très fiers en fait de se dire maman se lance dans un grand projet. Ils n'en comprenaient pas bien les contours, mais il y avait beaucoup de joie et beaucoup de questions d'interrogations. Mais en quelques secondes ils étaient repartis sur leur jeu et c'était et tout se passait bien. Mais j'ai eu un soutien vraiment inconditionnel des enfants. À chaque départ à Chamonix, parfois c'était un petit peu dur de les laisser et à chaque fois c'est eux qui me poussaient dehors en me disant maman il faut y aller, continue et tu vas y arriver quoi. Voilà. Ouais, j'ai eu de la chance. Ça doit aussi les inspirer de montrer que vous êtes la preuve que la détermination on peut aller au bout et qu'on a le droit de rêver aussi et que c'est possible. Oui, je pense que quand on est maman ou papa, quand on se lance dans un projet comme ça, on pense évidemment à ses enfants. D'abord parce qu'il y a un risque inhérent au projet. C'est sûr que je ne me suis pas lancée dans un projet de macramé ou quelque chose d'un peu moins exposé. Donc là, j'étais tout à fait consciente que je prenais un risque. Mais c'est vrai que j'avais envie de leur dire que la vie n'attend pas. Et qu'on on se doit peut-être de réaliser au moins un de ses rêves dans sa vie, quel qu'il soit. Et pour moi, c'était important de réaliser ce rêve pour eux aussi. Oui. Je ne demande pas du tout à ce qu'ils fassent la même chose que moi. Je veux qu'ils poursuivent dans leur propre rêve, et quel qu'il soit. Mais j'ai envie, qu'ils se prennent en main et qu'ils essayent. Ouais, ça les inspire. Dans tous les J'espère. Cas. Et comment vous vous êtes rencontrés avec Frédéric Bray ? Alors, c'est mon mari qui nous a fait nous rencontrer. Frédéric travaillait pour le bureau des guides Évolution 2 à Chamonix.
Et ce bureau travaille beaucoup avec des entreprises. Ils organisent des séminaires d'entreprises où ils emmènent des équipes en team building, alors sur la mer de glace. Enfin, ils vont cramponner, ils vont faire de la marche en haute montagne. Frédéric a accompagné donc le comité de direction dans lequel mon mari participait, enfin était. Voilà, ils se sont bien entendus et c'est mon mari qui m'a dit on va faire un Mont Blanc tous ensemble à 3. Et je me suis dit ah bon. Voilà, moi je connaissais pas du tout le milieu de la haute montagne et à peine le milieu de la montagne. Donc c'était il y a 15 ans. Une grande découverte alors. On reviendra juste après justement avec le guide Frédéric Bré qui est aussi sur le plateau de la Radio des Sources. Juste avant ça, une petite pause musicale avec Escape from New York de John Carpenter pour son film éponyme et c'est lui qui l'interprète. C'était Escape from New York de John Carpenter sur le 90.7 FM, la radio des ours à Valorcine, et sur le 90.5 FM en vallée de Chamonix. On est toujours avec Jordan Petit-Liénard et Frédéric Bré, qui est guide. Frédéric, ma première question, c'est comment ça s'accepte déjà un projet comme ça et comment ça se prépare en tant que guide? Comment ça s'est passé en fait? Comment est venu Jordan? Est-ce qu'elle vous a appelé un matin, je veux faire tous les sommets Alors, Jordan a répondu un peu à cette question-là tout à l'heure. Donc, l'idée du projet est venue au sommet de la Landerens lorsque j'avais cité un peu tous les sommets qui étaient autour. Voilà. Et j'ai oublié la première question. Comment ça s'accepte en tant que guide? Parce que je pense que vous avez des projets quand même beaucoup plus normalement courts et...
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est pas un projet commun pour un guide de haute montagne. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité finalement de pouvoir découvrir, de faire des choses différentes. Parce que c'est vrai que dans le métier de guide, on fait souvent on répète souvent les mêmes ascensions. Et là, c'était vraiment une opportunité pour moi d'aller faire des sommets que je ne connaissais pas, parce que je crois que j'en avais 30, j'en avais effectué 30 au total sur les 82, voilà, lorsque je me suis lancé dans ce projet-là, quoi. Et Jordan le disait avant, elle n'était pas forcément très familière avec le milieu de la haute montagne. Là aussi, il y a tout un accompagnement qui est fait en tant que guide à ce niveau-là. Oui, donc j'ai accepté le projet, parce que l'accepter, ça m'engageait à rien, puisque c'était un projet, et puis finalement, on allait faire les sommets les uns après les autres. Moi, j'avais besoin, en fait, j'avais besoin d'avoir des réponses à chaque fois sur la possibilité de partir sur le prochain sommet. Et c'est pour ça que j'ai eu une démarche graduelle. On a commencé par les sommets les plus faciles techniquement, et chaque ascension, chaque retour d'ascension, j'avais une réponse sur la possibilité éventuelle de faire le prochain, quoi. Et c'est comme ça que petit à petit, on est arrivé à la fin du projet, et on est arrivé à effectuer des courses longues, engagées et difficiles. C'était ça justement ma prochaine question d'un point de vue technique, parce que je pense que parmi ces sommets, il y en a quand même des traits, on va dire, exposés et techniques. Comment ça se passe à ce niveau-là, et c'est lequel le plus engagé que vous avez fait du coup? Eh bien, je pense que au départ, il faut être conscient des risques qu'on prend, et ça fait partie aussi de mon travail de sensibilisation au risque, parce que c'est un engagement. Nous, on le connaît, hein, c'est-à-dire que quand on part dans le métier de guide, on sait qu'à un moment donné, on va exposer nos vies au risque de la montagne. Mais c'est pas toujours quelque chose d'évident pour les clients qui nous sollicitent, parce que souvent les gens viennent vers nous pour justement ne pas prendre de risques, alors qu'on ne peut pas parer à tous les risques de la montagne, quoi. Et donc voilà, j'ai eu une approche pédagogique où j'ai expliqué à Jordan justement quels étaient les enjeux. Et finalement, je crois que tu les avais bien compris. Et les courses les plus engagées qu'on ait faites, ce sont les dernières finalement, hein, et notamment l'arête du Brouillard, là, dont on revient, qui est une arête qui est très très longue, en mauvais rocher. Faut savoir qu'on a une année qui n'est pas facile, notamment parce qu'on sort d'une période de canicule, et cette canicule a vraiment vraiment impacté les structures même de la montagne, hein. C'est-à-dire que des courses qui auparavant se faisaient régulièrement sans contrainte de météo, de conditions, quoi que ce soit, là maintenant on est obligé de s'adapter à ces conditions qui évoluent qui évolue franchement là, en ce moment, et donc les risques sont augmentés du fait des conditions caniculaires. Et j'ai observé, donc j'attendais le créneau vraiment le plus adapté finalement pour limiter tous ces risques parallèles. Et dans cette acceptation du risque, justement, je trouve qu'il est assez fou en montagne. C'est comme si c'était intrinsèque à la vie d'ici. Ça me fait beaucoup penser souvent à la vie des marins aussi. Comment les montagnards acceptent en fait, ce danger, mais ça ne les limite pas pour autant. Et vous, est-ce que c'est un goût du risque que vous avez, ou c'est le fait de vouloir vraiment guider les gens et de découvrir vous aussi vos limites qui font que vous continuez à faire ce métier ? Alors, j'ai vraiment pas le goût du risque. Moi aussi, j'ai une famille, j'ai des enfants. Donc, je peux pas même m'engager au-delà du raisonnable, quoi. Par contre, j'ai conscience que la vie n'est pas éternelle, et qu'il y a des choses quand même fabuleuses à vivre sur Terre, et j'ai pas envie de me mettre aussi des limites qui feraient que mon existence soit moins palpitante, quoi. Donc voilà,
Et comment c'est Voilà. arrivé le fait d'être filmé aussi? Est-ce que ça a changé votre manière de fonctionner ensemble, de communiquer, la présence d'une caméra ou au contraire pas du tout? Enfin, je sais pas, quelle influence ça a eu sur ce duo? Alors, moi, je l'ai vécu au départ comme une contrainte supplémentaire, parce que c'était une condition supplémentaire qu'on rajoutait finalement. Il y avait les conditions, il fallait que nous, on soit disponibles tous les deux au même moment, il fallait que les conditions de la montagne soient favorables, il fallait que les conditions météo soient bonnes. Et là, on rajoutait les contraintes d'un film, donc ça m'a mis une pression supplémentaire. Et finalement, je m'y suis bien adapté. On a été accompagné notamment par David Hautement, qui est lui aussi guide de haute montagne. Et j'ai apprécié sa présence, notamment sur le dernier itinéraire qu'on ait fait. J'étais content de ne pas être seulement deux, Jordan et moi. Avoir une troisième personne, finalement, c'était un gage de sécurité pour nous. Et voilà, donc d'une contrainte, c'est devenu un avantage et quelque chose que j'ai apprécié sur la fin. Et à quelle fréquence vous vous voyez justement pour gravir ces 82 sommets? C'était tous les mois, sur des courtes périodes mais intensément? Bien, Jordan me donnait les dates à laquelle elle pouvait être disponible et on a essayé de faire de gravir les sommets sur ces périodes-là. On a observé que c'était pas si simple et notamment pour les derniers sommets, je pense à l'Aiguille Verte où on voulait faire l'arête du Jardin ou alors à l'arête de Peutray, l'arête du Brouillard, où finalement il faut saisir l'occasion, quoi. C'est-à-dire que la montagne est en condition sur des courtes périodes. L'arête du Jardin, elle a peut-être été en condition 15 jours cette année. Il fallait être disponible à ce moment-là. Donc j'ai appelé Jordan, je lui ai dit voilà, là il y a un créneau, il faut qu'on y aille. Et c'est un peu comme ça aussi que ça s'est passé pour la dernière ascension. On n'était pas forcément censé faire un sommet fin août. Mais finalement, quand j'ai vu le créneau qui se présentait, voilà, je me suis dit, allez, il faut y aller. Et vous en parliez avant de cette difficulté aussi à gravir certains sommets dû à la canicule, notamment dû aux conditions qui changent en montagne, qui deviennent parfois compliquées. C'est aussi un des enseignements, que ce soit Jordan ou vous, que vous tirez de ces aventures. Enfin, vous voyez la montagne changer concrètement? Alors oui, moi ça fait une vingtaine d'années que je bosse comme guide. Il y a énormément de courses que je ne fais plus, parce qu'elles n'existent plus. C'est-à-dire que beaucoup de courses glaciaires, finalement, des couloirs de neige, des faces enneigées ont complètement disparu. Et ça a vraiment changé notre approche. Je pense qu'un projet comme le nôtre sera de plus en plus difficile à réaliser, parce que on est quand même passé à des endroits où voilà, les choses ont vraiment changé et vraiment évolué, quoi. Et même vous, en tant que guide, ça fait combien de temps que vous êtes dans la vallée de Chamonix? Une vingtaine d'années. Donc vous avez pu voir vraiment l'évolution de très près. Ah oui, tout à fait. On observe des changements à l'échelle. C'est même pas à l'échelle de l'année, c'est à l'échelle du mois, de la semaine parfois. Ça va extrêmement vite. Extrêmement vite. Ouais. Merci d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours.